à un gouvernement français inflexible, les Gilets jaunes opposés à la hausse des taxes sur les carburants ont lancé ce samedi l'acte 2 de leur mobilisation. Regroupés par milliers dans le centre de la capitale, ils ont été repoussés par les forces de l'ordre qui ont utilisé des gaz lacrymogènes et un camion lanceur d'eau. Les Gilets jaunes tentent d'accéder par diverses artères au plus près du palais présidentiel de l'Élysée, dont les abords sont bloqués par les forces de l'ordre pour en interdire l'accès. Selon la préfecture de police, les incidents sont liés à la présence à l'avant du cortège d'une centaine de membres de l'ultra-droite qui asservent les forces de l'ordre. Des manifestants ont notamment été vus en train de déceler des pavés ou de mettre à terre des barrières de chantier. Des opérations étaient également en cours en province, notamment aux abords des péages et axes autoroutiers. Après le succès de l'acte 1 de leur mobilisation il y a plus d'une semaine, quand près de 300 000 personnes ont bloqué axes routiers et sites stratégiques partout en France, suivi d'une semaine de blocages qui se sont progressivement essoufflés, les Gilets jaunes cherchent à faire une nouvelle démonstration de force. Les deux pays se sont mis d'accord pour établir des patrouilles conjointes à la frontière et pour former un système de contrôle des frontières et créer une entente et un accord sur la mise en place des forces conjointes dans un futur proche dans la volonté de Dieu. Sur le volet opérationnel, les patrouilles conjointes et bientôt des forces conjointes se sont mis d'accord pour combattre le terrorisme, contrôler la frontière et lutter contre les crimes transfrontaliers entre les deux pays. Aussi, Dieu merci, du côté du renseignement, il a été convenu en matière de coopération d'échanger des renseignements dans tous les dossiers concernant les deux pays et la région et d'établir des programmes de formation au renseignement dans les deux pays. Moins forte que la semaine dernière au niveau national, la mobilisation des Gilets jaunes qui dénonce la baisse du pouvoir d'achat en France a néanmoins donné lieu ce week-end à des échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre au cœur de Paris. La journée a également été marquée par une passe d'armes politique, le gouvernement imputant les violences à l'ultra-droite. Les partis d'opposition, à droite comme à gauche, ont répliqué en lui reprochant de vouloir réduire le mouvement aux violences et de rester sourd aux revendications des manifestants. Tiens, les Gilets jaunes. Je soutiens les Gilets jaunes. C'est clair, depuis le départ, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Mais mon rôle de responsable politique, qui est aujourd'hui donné en tête de la future élection, qui est l'élection européenne, c'est de dire au président de la République, vous ne pouvez pas continuer à vous écouter vous-même. Il faut maintenant répondre aux Gilets jaunes. Répondre à une volonté, je crois, je le dis clairement, il y a une volonté de la part du gouvernement d'avoir des images spectaculaires pour décrédibiliser. Vous accusez le gouvernement d'avoir encouragé l'action des casseurs. De les avoir laissés venir. Oui, de les avoir laissés venir. Après l'acte 2 des Gilets jaunes émaillé de violence, le président français Emmanuel Macron est attendu mardi pour des annonces d'accompagnement de la transition écologique face à un mouvement inédit contre les taxes qui faiblit dans la rue mais reste soutenu par une majorité de Français. Des gardes-côtes de la marine marocaine ont trouvé 15 corps inanimés à bord d'une embarcation à la dérive depuis 4 jours suite à une panne de moteur au large de Nador, au nord-est du Maroc. À bord du bateau se trouvaient également 53 rescapés originaires d'Afrique subsaharienne, dont 8 femmes qui ont été ramenées au port de Nador. La marine avait annoncé vendredi avoir secouru la veille 289 migrants majoritairement sud-sahariens, toujours au large de Nador, lieu de passage privilégié des milliers de personnes qui empruntent la route vers l'Espagne via le Maroc. Selon le ministère espagnol de l'Intérieur, près de 50 000 migrants clandestins et réfugiés sont arrivés en Espagne depuis janvier à bord de 1859 embarcations. Depuis le début de l'année, au moins 630 migrants sont morts en Méditerranée occidentale en tentant de gagner l'Espagne, d'après l'Organisation internationale des migrations. Un total de 224 avaient péri en 2017 dans cette même zone. Selon un récent bilan officiel, le Maroc a stoppé 68 000 tentatives d'immigration clandestine et démantelé 122 réseaux criminels actifs entre janvier et fin septembre dernier.
Outre les migrants subsahariens, ces derniers mois ont vu se multiplier les tentatives de départ de jeunes Marocains à bord d'embarcations pneumatiques, prêts à tout pour gagner l'Europe. Il n'y aura pas d'invitation pour des observateurs de l'Union européenne et ceux de la Fondation Carter pour les élections du 23 décembre prochain. La CENI a invité des observateurs de l'Union africaine, de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe SADC, de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. C'est ce qu'a déclaré un responsable de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Selon ce responsable, la Fondation Carter a un problème avec le ministère congolais des Affaires étrangères. Son rapport sur les élections de 2011 a failli provoquer la guerre dans le pays. Ils avaient fait preuve d'un manque évident de professionnalisme, a encore expliqué la source. L'Union européenne a sanctionné une quinzaine de personnalités congolaises par gel des avoirs et des visas pour atteinte aux droits de l'homme après la fin du deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila, fin 2016, et le report des élections. Parmi ces personnalités figure le candidat du pouvoir à l'élection présidentielle, l'ancien ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari. Les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales sont prévues le 23 décembre. 21 candidats à la présidentielle ont été retenus par la commission électorale pour concourir à la succession du président Kabila au pouvoir depuis 18 ans. Une partie de l'opposition dénonce toujours le recours aux machines à voter et le fichier électoral. Selon un précédent rapport de l'Organisation internationale de la francophonie, ce fichier a répertorié 40 millions d'électeurs, dont 7 millions sans empreinte digitale. Après les Émirats arabes unis et Bahreïn, Mohamed Ben Salman foule le sol égyptien. Cette tournée est la toute première qu'effectue le prince saoudien à l'étranger depuis l'affaire Khashoggi. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport du Caire par le président Abdel Fattah al-Sisi, avec qui il doit échanger notamment sur le renforcement des relations bilatérales et sur des questions régionales d'intérêt commun. La tournée du prince héritier est effectuée sur instruction de son père, le roi Salman. Sa dernière visite en Égypte date de mars 2018. À cette occasion, Riyad et le Caire ont mis en place un fonds commun d'investissement d'un total de 16 milliards de dollars. Au pouvoir depuis 2014, le régime de Sisi a considérablement renforcé les liens avec le Caire et les pays du Golfe, en particulier avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Notons qu'après l'Égypte, Mohamed Ben Salman mettra le cap sur la Tunisie, où des syndicats et des associations ont appelé à manifester contre sa venue. Sa visite sera la première d'un membre de la famille royale saoudienne depuis la révolution de 2011 en Tunisie, qui a chassé du pouvoir Zine El Abidine Ben Ali, réfugié depuis lors en Arabie saoudite. Li Gang, Li Xiaowu et Sun Sin sont les cadres de la China Road and Bridge Corporation, la compagnie qui a construit et opère la ligne ferroviaire Nairobi-Mombasa, inaugurée en grande pompe par le président Uhuru Kenyatta en juin 2017. Accusés d'avoir proposé des pots de vin à des policiers en charge d'une enquête visant leur entreprise, ils ont été inculpés ce lundi. Selon l'accusation, les 3 hommes auraient offert un total de 900 000 shillings kenyans, soit 6 800 € à des policiers de la direction des affaires criminelles pour qu'ils ferment les yeux sur des malversations présumées. Les 3 suspects qui nient les faits ont été maintenus en détention provisoire en attendant que le magistrat se prononce vendredi prochain sur leur demande de remise en liberté sous caution. Les 3 ressortissants chinois avaient été arrêtés vendredi dernier par la commission anticorruption kenyane. Le Kenya et la Chine entretiennent globalement de bonnes relations diplomatiques. La Chine a ainsi financé 90% des 2,8 milliards d'euros pour la construction de la ligne Mombasa-Nairobi. Mais plusieurs incidents sont venus cette année entamer ces bonnes relations. Un second tour devra départager le 19 décembre prochain les 2 anciens présidents malgaches, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, arrivés en tête du premier tour de la présidentielle selon les résultats définitifs proclamés ce mercredi par la Haute Cour constitutionnelle. Aucun des 36 candidats en liste lors du premier tour
n'a obtenu les 50% des voix requis pour être élu dès le premier tour. Andry Rajoelina est arrivé en tête avec 39,23% des suffrages devant Marc Ravalomanana, 35,35%. Un autre ancien président, le sortant, Heri Rajaonarimampianina, n'arrive qu'en troisième position, très loin derrière les qualifiés, en obtenant 8,82% des voix. La Haute Cour constitutionnelle a par ailleurs annoncé lors d'une conférence de presse à Antananarivo avoir rejeté toutes les requêtes déposées par différents candidats, notamment la demande d'Heri d'annuler le premier tour. Le second tour opposera donc les deux principaux acteurs de la crise politique qui avait secoué Madagascar en 2009. On se souvient qu'après plusieurs mois de manifestations et une centaine de morts, Marc Ravalomanana, alors président, avait été contraint à la démission et l'armée avait confié le pouvoir à l'opposant Andry Rajoelina. Ce dernier était resté au pouvoir jusqu'en 2014. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman est arrivé à Tunis ce mardi soir pour une visite controversée marquée par des manifestations contre son rôle dans la guerre au Yémen et la répression en Arabie saoudite. À son arrivée, il a rencontré le président tunisien Beji Caïd Essebsi et dîné avec lui et le premier ministre Youssef Chahed. Dans un communiqué, la présidence tunisienne a simplement indiqué que le prince saoudien et son hôte avaient évoqué les moyens de renforcer la coopération, notamment économique, la promotion de l'investissement et de la coopération militaire et en matière de sécurité, ainsi que la tenue du 30e sommet de la Ligue arabe à Tunis en mars 2019. Le peuple tunisien est très cher pour le peuple saoudien. La relation entre l'Arabie et la Tunisie est ancienne et positive. Notre rôle au sein de l'Arabie saoudite est de continuer à construire ce qui a été construit par ceux qui étaient au pouvoir avant nous. C'est ce que nous faisons en ce moment. Jusqu'à présent, notre relation avec l'Arabie est particulière et grâce à Dieu, les fils sont au même niveau que leur père. Nous sommes très contents et je suis fier que le prince héritier me considère toujours comme son père. C'est un honneur pour moi. Après la Tunisie, Mohammed Ben Salman doit aller au G20 en Argentine. Ces résultats sont une fierté pour les organisateurs de l'élection malgache, parce que cela a prouvé au monde entier qu'on était capable d'organiser une élection démocratique sans fraude ni détournement de voix, contrairement à ce qui se passait auparavant et qui nous faisait honte. Il y a déjà des tractations, il y a des gens qui sont déjà prononcés. Là, je ne peux pas dire à la place du candidat 25 qui est avec nous, qui n'est pas avec nous, mais il y a pas mal de candidats qui sont déjà avec nous.